Monica Hertel. L'enfance de Monica s'est déroulée dans une Allemagne qui vivait au milieu de la convulsion nazie, dans un cercle fermé et raciste dans lequel brillaient de sinistres personnages de l'Holocauste juif, qui étaient amis de la famille. De la puissante propagande nazie, elle n'admettait que les images que filmait son propre père. Mais pas le contenu anti-juif, puisqu'elle avait beaucoup d'amis qui assistaient à la synagogue, et n'étaient pas les monstres qu'annonçaient les médias, le cinéaste et les murs de la ville. Elle adorait le cinéma et son père, c'est pourquoi quand elle est arrivée en Bolivie, elle a appris l'art de son père comme caméraman. Et elle l'a accompagné dès son plus jeune âge dans les tournages qu'il faisait dans la jungle, où il a subi un premier impact en rencontrant, à chaque étape, des affamés et des enfants sous-alimentés. Elle a commencé à comprendre ce qu'était la misère des paysans, sans avenir qui s'éternisait pendant des siècles. Elle a étudié dans des écoles autoritaires et comme un moyen d'indépendance. À l'âge de 21 ans, Monica va épouser Hans Juan Archi, un Bolivien d'origine allemande qui se consacrait à l'exploitation minière, et vont s'établir, d'abord, dans le nord du Chili, près des mines de cuivre, puis vers les gisements de Sewell, dans la zone centrale du pays, et dans les deux parties ils vont connaître l'existence sinistre des mineurs chiliens. Bien que leur mariage ait duré 10 ans, elle s'est finalement séparée. Ils pensaient radicalement différemment et regardaient la vie avec des optiques opposées. Elle a décidé de se séparer. Cependant, ce n'était pas en vain pour Monica. Elle a personnellement connu le désespoir des travailleurs au Chili et en Bolivie, le considérant comme un dilemme latino-américain avec des racines plus profondes que la « lâcheté des pauvres », comme le disait son mari. Elle avait aussi le temps de lire et de comprendre que son père, bien qu'elle l'aimait beaucoup, appartenait à un groupe d'Allemands qui avait commis l'un des pires génocides de l'histoire et que son exil était en réalité une évasion de milliers de criminels avec de faux passeports délivrés par le Vatican, sous le mandat du pape Pie XII, le pape d'Hitler. Elle a également appris, par l'intermédiaire d'un ami historien, d'où venaient, en partie, les ressources financières pour maintenir le niveau de vie des nazis en Amérique latine. 2 jours après le suicide d'Hitler, le 30 avril 1945, un détachement SS, en civil, a fait son chemin entre les forces alliées portant plusieurs coffres de plomb cachés parmi les effets personnels qui l'ont laissé dans un endroit sûr. Les officiers de la Gestapo rencontrent à Rome le secrétaire d'État du Vatican, Mgr Giovanni Battista Montini, plus tard le pape Paul VI, et concluent des accords confidentiels qui fournissent aux officiers de la SS le soutien financier et institutionnel. Par ailleurs, elle apprit par son ami, qu'à Flensburg, base centrale des sous-marins nazis, ils ont chargé 100 tonnes d'or et d'autres métaux précieux, et le 28 mars 1945, les submersibles allemands sont arrivés sur les côtes de San Clemente del Tuyú en Argentine où plusieurs camions les attendaient. Pas plus que, après un mois, divers dépôts ont été effectués, avec d'énormes quantités, dans différentes banques, au nom de María Eva Duarte, épouse du président Perón d'Argentine, et c'est ce qui s'est passé avec de nombreux dirigeants latino-américains. D'importantes sommes d'argent, a ajouté l'historien, provenaient également de la commercialisation des 600 000 œuvres d'art qui ont été pillées à leurs propriétaires, Cranach, Van Gogh, Goya, Rembrandt, Rubens, Titien, Velázquez et Klimt, entre autres. Ils disposaient certainement d'énormes ressources pour négocier et financer confortablement leur séjour et obtenir le soutien des gouvernements locaux, de l'Église et de la CIA. En outre, il a découvert que son affectueux oncle, Klaus Barbie, était responsable en France de la mort de 840 personnes, dont 41 enfants juifs. Au début, la sensibilité sociale de Monica s'est tournée vers les nobles causes. Entre autres choses, elle a aidé à fonder un foyer pour orphelins à La Paz, aujourd'hui transformé en hôpital, mais elle s'est rendue compte que les œuvres de charité étaient des miettes qui ne remédiaient pas à la condition de misère que engendre le sous-développement. Pendant cette période, elle s'est liée d'amitié avec la gauche bolivienne et les communistes allemands, qui étaient importants pour sa position politique. C'est ainsi qu'à 23 ans, à la fin des années 60, toujours mariée, elle est entrée à l'ELN, Armée de Libération Nationale, de Bolivie. Elle a d'abord joué un rôle plutôt passif dans la guérilla, mais 2 événements ultérieurs vont changer sa vision. Le 31 août 1967, meurt au combat l'Argentine, Edith Amara Bankbadé, connue sous le nom de Tania la guérilla. Et l'autre fait qui l'a choquée, a été le meurtre du Che Guevara qu'elle admirait profondément. Pour comprendre Monica et son processus personnel,
il faut regarder l'environnement politique. Le Che, blessé, à l'école de la Higuera. Entre 1966 et 1967, la guérilla boliviana, également appelée guérilla de Nankahuazu, dirigée par Ernesto Guevara, qui organise la rébellion naissante, durement combattue par l'armée bolivienne avec l'aide des États-Unis. Au cours de cette période, l'ELN a mené 22 batailles pendant 11 mois dans des situations défavorables telles que la pluie et le froid sur un terrain hostile, le manque d'eau et de nourriture ont exigé un quota d'abattage écrasant. Le 7 octobre, ils arrivent épuisés jusqu'à la Quebrada del Hierro, et le lendemain, le Che a été blessé et pris dans une embuscade. Ils l'ont transféré à l'école La Higuera, où sans succès, ils ont essayé de l'interroger. La CIA le voulait vivant pour montrer au monde sa victoire sur le terrorisme, mais les généraux boliviens René Barrientos et Alfredo Ovando ont décidé de l'assassiner. L'ordre est arrivé le 8 octobre et le lendemain matin, le sous-officier Marcelo Terán Salazar, avec sa mitrailleuse, lui a tiré 9 balles dans la poitrine. Plus tard, sur ordre du colonel et agent de la CIA, Roberto Toto Quintanilla Pereira, ils lui ont coupé les mains comme trophée du militaire bolivien sous l'excuse qu'il était pour vérifier les empreintes digitales. Ces faits assoiffés de sang ont modifié la vision de Monica. Par cette profanation, le colonel Quintanilla a signé sa condamnation à mort. Depuis lors, la paisible Monica s'est fixé une mission à haut risque, venger Che Guevara au moment où cela serait possible. Elle s'est d'abord consacrée à la reconstruction du mouvement, aidant les combattants qui avaient survécu, en particulier les frères Inti et Chateau Peredo, inconditionnels du Che dans la direction de l'ELN. Et grâce à sa capacité d'organisation, elle est devenue, sous le nom de Bataille d'Imilla, l'un des principaux dirigeants de l'organisation, participant directement à des actions rebelles comme dans le hold-up d'une banque pour lever des fonds. En 1969, Monica reçoit un nouveau coup. Le colonel Quintanilla tue Guido Inti Peredo, après l'avoir brutalement torturé qualifié de « bain de sang », conseillé par Klaus Barbie, qui travaillait dans les opérations de renseignement du ministère de l'Intérieur. En plus de s'occuper des opérations de l'ELN, Monica avait en tête l'idée de punir l'outrage à son commandant Guevara et la mort de ses camarades. Il est à noter qu'avec Inti Peredo, elle a eu une relation amoureuse pendant cette période. Le militaire bolivien Quintanilla figurait d'abord comme « blanc » des guérilleros. C'est pourquoi, en 1970, craignant pour sa vie, le gouvernement l'envoie à Hambourg en tant que consul général. Quand Monica, elle, a découvert, l'idée a commencé à prendre corps et elle a décidé que pour la vengeance aucun chemin n'est long. Elle a parcouru 11 000 km jusqu'à son pays d'origine et s'est installée à Hambourg. Roberto Quintanilla Pereira. Aux premières heures du 1er avril 1971, Monica a ajusté la jupe, a fini de se maquiller pour mettre sa perruque et s'installer les gants. En se regardant dans le miroir, elle ressemblait à une actrice de cinéma. Elle monta dans le métro un peu nerveuse et descendit à l'arrêt avant son lieu de destination. Elle se dirigea rapidement vers le consulat bolivien où elle avait demandé un rendez-vous avec le diplomate, se présentant comme une touriste australienne. La secrétaire l'a fait passer au bureau de Monsieur Quintanilla pour qu'il l'attende. Son regard traverse une image du lac Titicaca accrochée au mur, à côté de diplômes militaires et de photographies de lui en uniforme. Elle a calmement palpé l'arme légère qu'elle portait dans son portefeuille. Quintanilla, connu comme coureur de jupons, s'entardait chaque fois qu'il avait une rencontre avec le sexe opposé. Ce jour-là, il portait un costume foncé, cravate en laine bleue qui contrastait avec la chemise blanche impeccable et moustache rasée de style militaire. Il est arrivé à 9h30 et en entrant dans son bureau, il a été perplexe par la beauté de la femme qui l'attendait. Il a soigné sa moustache avec ses doigts et lui a demandé avec un sourire séduisant « Dans quoi puis-je la servir ?» Elle se leva calmement, sortit le Colt 38 et lui déchira 3 balles dans la poitrine. Dans les secondes qu'il a pointées, avant d'appuyer sur la gâchette, il resta immobile, pétrifié. Il savait qu'il était recherché par la guérilla, mais il n'a jamais pensé que la vengeance le surprendrait incarné dans une femme aussi séduisante aux yeux profonds de couleur du ciel. La secrétaire, en entendant les coups de feu, s'enferma dans la salle de bain et en sortant, elle trouva, couchée sur le sol, la perruque,
le portefeuille, l'arme et un morceau de papier où on lisait « Victoria ou mort ». ELN. CDTE. Ernesto Che Guevara. La seule chose qui a été prouvée, c'est que le pistolet utilisé par Monica appartenait au rédacteur en chef, politicien et militant communiste italien, Gian Giacomo Feltrinelli, qui se trouvait à cette époque dans la clandestinité politique. On n'a jamais pu prouver la paternité de la guérilla, mais une chasse a commencé qui a traversé des pays et des continents, étant la femme la plus recherchée au monde pour les services boliviens et la CIA. Elle a été vue en France et à Cuba, en utilisant un passeport argentin, bien qu'elle soit finalement retournée en Bolivie. Cette persécution n'a pris fin que lorsque Monica a été arrêtée le 12 mai 1973, dans une embuscade tendue par son oncle, Klaus Barbie, qui, par hasard, quelques jours plus tôt l'avait reconnue dans une place à La Paz, habillée en hippie aux côtés d'un compagnon aux cheveux longs. Ils l'ont suivie pendant quelques jours jusqu'à ce que, elle a été capturée, puis elle a été arrêtée, torturée puis assassinée. Le corps n'a jamais été remis à ses proches, et se trouve dans une fosse commune quelque part dans un endroit inconnu dans le pays bolivien, une fois de plus, soulignant le côté invisible d'une femme qui lutta pour les idéaux de son époque. Pour certains, son nom a été estampillé comme guérilla, meurtrière, ou terroriste, mais pour d'autres, comme une femme courageuse qui a accompli une mission. Auteur, Mario Alejandro Torres. Traduit par le Bureau des Informations, Alba Granada, North Africa.